Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met l'Afrique au cœur du débat, notre continent au cœur du débat et bien sûr les téléspectateurs, ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Alors chaque semaine, vous le savez, nous allons scruter sur les réseaux sociaux, sur Internet, les sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre et donc nous en avons choisi 3 dont nous allons traiter aujourd'hui. Alors premier sujet, mesdames et messieurs, sortie officielle des pays de l'AES, de la CEDEAO. Quelles conséquences, on en parle ici. Afrique, suspension de l'aide américaine. Quelles conséquences pour le continent? Opportunité ou catastrophe? Question très importante. Et enfin, crise en RDC. Que peut-on espérer des accords du sommet EAC-SADC? Voilà, mesdames et messieurs, les 3 sujets que nous avons décidé d'aborder dans cette édition, donc fin de semaine, vous le savez. Alors, ces sujets vont être traités avec notre invité du jour spécial, Monsieur Mams Yafa. Vous êtes maire adjoint du 18e arrondissement de Paris et président des élus contre le paludisme. Bienvenue à vous. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, monsieur Yafa. On continue avec Dr Camara. Vous êtes économiste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Aïssata, pour cette invitation. Donc, je suis ravi de pouvoir désormais discuter avec vous des questions d'actualité qui concernent l'Afrique. Exactement, de nombreuses questions d'actualité que nous allons traiter ici dans cette émission chaque semaine. Vous nous suivez, vous le savez. On continue avec vous, Babadem, journaliste. On ne présente plus. En tout cas, ravi d'être là, ravi de retrouver nos co-panélistes et surtout nos commentateurs. Donc ouais, on l'a dit, pendant 2 semaines, nous n'étions pas là. Nous étions aux États-Unis, oui, avec l'association Ripat Africa, où on a pu rencontrer donc, la communauté afro-américaine, donc à Atlanta notamment, pour voir les synergies qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, on n'était pas là pendant 2 semaines, mais ça valait le coup, mesdames et messieurs. Alors, à défaut de commenter les commentaires des commentateurs, mesdames et messieurs, je vais vous proposer tout simplement un tour de table. Qu'est-ce qui vous a marqué, notamment dans l'actualité africaine ou même mondiale ces derniers jours? Alors, sur l'actualité africaine, effectivement, beaucoup de choses dont on va parler, on va débattre tout à l'heure. Mais moi, je resterai, parce que évidemment, je suis un peu politique, et je resterai sur des candidatures inédites qu'on a aujourd'hui dans l'Hexagone de femmes noires qui se présentent pour être maire de Paris. Et notamment, on en a 2. Nous avons Fatoumata Koné et nous avons Aminata Niakate, qui était la présidente des jeunes avocats de France à l'époque. Et ça donne espoir, parce que ça veut dire qu'on va ressembler peut-être à nos cousins américains où la maire de Los Angeles est noire. Et donc, il y a des possibilités et on en a besoin en ce moment, surtout avec le discours nauséabond qui est tenu au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des instances, etc. Et on en débattra tout à l'heure, parce que sur ces questions économiques, il y a des choses en corrélation. Mais voilà ce que je retiens. En tout cas, très intéressant, peut-être une première maire noire ici à Paris. Alors, on y croit, on n'y croit pas rapidement? Oui. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Enfin, il faut que les Africains, en tout cas d'origine, s'engagent davantage dans la politique et se mobilisent. Voilà. Effectivement. Donc, voilà. On l'espère encore. Voilà. Le Tout à fait. Ici via Vox Africa. Commençons avec le premier sujet, donc sortie officielle des pays de l'AES, de la CEDEAO. Quelles conséquences concrètes? Je vous propose de regarder une vidéo et puis on revient. Cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est affaiblie après des mois de crise et qui perd 3 membres importants, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Tous ces efforts pour les garder ont échoué. Et qu'est-ce qui va changer dans les relations entre CEDEAO et le nouveau bloc appelé AES? Pas grand-chose dans l'immédiat, selon le président de la Commission, qui tient à rassurer. Par exemple sur une mesure emblématique comme la liberté de circulation des citoyens. Les États membres de la CEDEAO continueront également à permettre aux citoyens des 3 pays touchés de continuer à jouir du droit de circuler, de résider et de s'établir sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO, et ce jusqu'à nouvel ordre. En clair, tout reste à négocier entre la CEDEAO et l'AES, et aucune échéance de temps n'est fixée. Par exemple, les règles de résidence et de circulation, les règles d'échange de biens et de services, celles concernant les investissements, l'avenir des institutions de la CEDEAO implantées dans un pays de l'AES, l'avenir des ressortissants de l'AES actuellement fonctionnaires de la CEDEAO.
Mais si les relations entre les deux blocs devraient se poursuivre, la question des relations politiques entre pays restants et partants demeure particulièrement épineuse. Allez, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs, l'Afrique dans tous ses états. On donne la parole à Baba Deme. Alors, quelles sont les conséquences? À quoi peut-on s'attendre? Alors oui, le 29 janvier 2025 a marqué le tournant historique en Afrique de l'Ouest avec la séparation officielle de l'AES et de la CEDEAO. Donc ce divorce annoncé il y a 1 an est désormais effectif. Alors, voici les 3 principales conséquences majeures de ce divorce, entre guillemets. Premièrement, un impact économique majeur. Le retrait de l'AES de la CEDEAO entraîne un choc économique considérable pour la région. Les échanges commerciaux entre les pays de l'AES et les autres membres de la CEDEAO, estimés à plus de 3,7 milliards de dollars, risquent de diminuer drastiquement. On prévoit également une baisse des exportations vers les autres pays membres d'environ 1,11 milliard de dollars par an, principalement due à l'augmentation des droits de douane et à la réduction de la fluidité des échanges. De plus, les coûts logistiques pourraient augmenter. Donc quand on parle de coûts logistiques, c'est les accès aux différents ports, augmenter de 15 à 20%, soit un impact financier de 370 millions de dollars par an, en raison donc des nouvelles barrières tarifaires et réglementaires. Cette situation pourrait affecter également la compétitivité des produits sahéliens sur le marché régional. Donc ça, c'est vraiment pour l'impact économique. Deuxièmement, la reconfiguration géopolitique. Les projets d'intégration régionale, comme la monnaie unique ECO, sont fragilisés, bien que les liens avec l'UEMOA soient pour le moment maintenus. Cette rupture soulève des inquiétudes quant à la gestion des infrastructures partagées et pourrait freiner la mise en œuvre de la zone de libre-échange, la fameuse ZLECA. Troisièmement, sont les défis sociaux sécuritaires. Donc sur le plan social et sécuritaire, la libre circulation des personnes pourrait être compromise, affectant potentiellement les diasporas sahéliennes dans la région, sachant que l'AES permet la libre circulation de l'ensemble des citoyens de l'Afrique de l'Ouest, alors que nous n'avons pas la mesure définitive pour la CEDEAO. De plus, la perte de fonds communautaires et d'aide internationale estimée à 2 milliards de dollars annuels peut menacer la stabilité sécuritaire et les projets de développement dans cette zone qui est déjà fragilisée par le terrorisme. Donc, cependant, l'AES peut disposer de plusieurs alternatives, comme pour maintenir sa stabilité économique et sécuritaire. Elle peut renforcer son intégration économique interne avec la fameuse création de la banque d'investissement commune. Elle peut exploiter conjointement aussi les ressources naturelles en établissant ce fameux fonds d'investissement partagé. Sur le plan international, l'Alliance peut diversifier forcément ses partenariats et avec notamment des accords bilatéraux. Donc, en conclusion, le divorce entre l'AES et la CEDEAO soulève de nombreuses questions sur l'avenir de l'intégration régionale, le leadership et les perspectives d'avenir pour une coopération régionale efficace en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Baba Deme pour ce point. Donc, pour le coup, on constate qu'il y a pas mal de conséquences à différents niveaux. Et je vais prendre un commentaire d'un téléspectateur. C'est sans conséquence, donc Amidou, c'est sans conséquence car nous, jeunesse africaine, nous allons continuer à vivre ensemble et personne ne viendra nous diviser. Est-ce que c'est pas un peu utopique finalement quand on écoute Baba Deme et ensuite on lit ce commentaire-là, on se dit, ont-ils conscience de ce qui va se passer ou de ce qui peut se passer? Bon, évidemment, c'est utopique pour 2 raisons. Il y a la situation réelle et il y a l'émotion de ce que ça génère. Et je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans un état et qu'on est aux affaires et qu'on est, que ce soit au niveau économique, niveau sanitaire ou sécuritaire, on a un autre regard, on a un regard beaucoup plus critique parfois, parce que tout simplement, moi si demain j'étais un commerçant et que je me trouve au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, bah, mon portefeuille il prendrait un coup. Vous pensez que ça va avoir des conséquences directes maintenant sur les populations, parce qu'encore une fois, il y a des mesures de transition dont on va parler dans un instant qui ont été prises, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes sur le terrain, vous constatez des conséquences immédiates sur le portefeuille de ce commerçant éventuellement? Bah, évidemment, il y a des bruits qui sortent, notamment au niveau des chargeurs, les transporteurs routiers, qui eux sont confrontés directement à ces problématiques-là. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient dans les accords donc, de l'UEMOA de libre-échange des marchandises. Aujourd'hui, on revient donc
avant ce qu'il y avait et ce qui faisait référence au niveau de l'UEMOA sur les accords de marchandises, ça veut dire qu'on revient à des accords classiques, B2B, entre États. Et là, je peux dire que c'est beaucoup plus compliqué parce que les questions douanières, quand c'est pas négocié, quand c'est pas des prix négociés, c'est autre chose. C'est autre chose et ça a un impact fort sur les populations. Vous en pensez quoi? Vous êtes économiste, donc forcément, vous avez un avis sur tout ça. Oui, enfin tout à fait. Donc je considère que c'est vrai qu'il y a lieu de s'inquiéter par rapport à toutes les conséquences d'une sortie éventuelle d'un groupe de pays, d'une communauté. Surtout que ces 3 pays, comme on l'a souvent dit, sont enclavés. Et donc, ils ont un problème d'accès par rapport au transport maritime. Mais néanmoins, je pense que les dirigeants de l'AES ont quand même pris conscience que pour éviter certaines des conséquences qui sont attendues, qu'il faut aller sur une logique de réciprocité. D'ailleurs, vous avez vu que pour ce qui concerne le Mali, il a été annoncé que le Mali n'exigerait pas, par exemple, notamment par rapport à la circulation des personnes, donc notamment du fait qu'on a une diaspora assez importante, aussi bien en Afrique que dans le monde, qui y aura donc que le Mali n'exigerait pas de visa, notamment d'entrée pour les ressortissants des autres pays membres de la CEDEAO. Donc on s'attend à ce que les autres pays, la réciprocité qu'on rende l'appareil au Mali et que cela n'ait pas réellement d'impact sur la circulation des personnes. Pourquoi la CEDEAO a déjà réagi, c'est-à-dire que c'est partie des premières mesures de transition qu'ils ont pris, à savoir qu'ils laissent l'accès aux pays de l'AES aux pays membres de la CEDEAO. Voilà. Donc, même si, la liberté de circulation. Tout à fait, même s'il n'y a pas consensus, même si certains pays ne sont pas tout à fait d'accord, parce que je pense que ces pays estiment que c'est peut-être un moyen de pression pour amener ces pays à revenir sur leurs décisions. Bon, si la décision elle est vraiment irréversible et irrévocable, il faut aller plutôt vers des négociations bilatérales. Donc on voit bien... Économiquement, concrètement, c'est-à-dire que là on a cité pas mal de points avec... Alors concrètement, quand on regarde, par exemple, justement quand on mesure un petit peu les effets de l'intégration au niveau de la CEDEAO, parce qu'il y a eu beaucoup de débats quand la CEDEAO a pris les sanctions contre le Mali à l'époque, et en tout cas les évaluations économiques montrent que dans les relations entre ces pays, et notamment si je prends le cas du Mali et les autres pays membres de la CEDEAO, qu'en fait l'intégration se faisait beaucoup plus au profit des autres, c'est-à-dire que le Mali était plus client que fournisseur pour ces pays-là. D'ailleurs, donc les pays membres de la CEDEAO ont plus à perdre que les pays de l'AES. Exactement. Donc il y a quand même ces effets-là, qu'on a l'impact, le fait que la Côte d'Ivoire, par exemple, soit une économie qui fournit pas mal de biens et de services aux pays de l'AES, notamment au Mali. Je pense que aussi, si les autres pays membres de la CEDEAO ont conscience que une réduction du commerce avec les pays de l'AES peut aussi impacter leurs économies, je pense que cela va les inciter plutôt à revenir sur des formes d'accords qui feront que même en étant plus membres de la CEDEAO, que les pays de l'AES continuent à avoir des échanges aussi importants avec les autres pays membres de la CEDEAO. Voilà. Mme Siapa, vous vouliez réagir? Il faudrait recréer un marché économique interne à l'AES. Aujourd'hui, effectivement, sur le papier, un pays comme le Mali pourrait s'autosuffire par ses ressources, agricoles, ou ses ressources avicoles, bovines, minières, etc. Mais à l'instant T, est-ce que le Mali, ou le Burkina, ou le Niger sont prêts à une autosuffisance alimentaire complète sans pouvoir acheminer ou commander du riz à la Chine. En tout cas, là, à l'instant T, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, mais à l'avenir, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça va pousser justement ces pays à aller et à se retrousser les manches vers une autosuffisance alimentaire. C'est peut-être là où le pari, où effectivement, ils vont devenir très très forts parce que aujourd'hui c'est un grenier.
enfin une partie de l'AES est un grenier. Je reprends quand même les mesures de transition adoptées par la CEDEAO. Effectivement, pour le coup, on parle vraiment de transition. Hein. C'est plutôt gentil, on va dire. Il n'y a pas de rupture. Tu as parlé de rupture plus tôt, mais on parle plutôt de transition. Alors, il y a la reconnaissance des documents d'identité, à savoir les passeports et cartes d'identité nationaux arborant le logo de la CEDEAO. Ça, c'est important de le dire. Il faut qu'il y ait le tampon CEDEAO pour qu'il puisse être reconnu par les pays de la CEDEAO, sachant que les 3 pays de l'AES ont sorti leur propre passeport. Donc, ils ne seront pas reconnus dans la zone. Ensuite, il y a la libre circulation des personnes. Donc, ça a été dit et redit. Finalement, ils ont un peu repris ce que disait M. Diop. Hein. Il a dit comme quoi, ça a été le précurseur en disant comme quoi les pays de l'AES laisseraient la porte ouverte à tous les pays de la CEDEAO. Finalement, réciprocité, tant mieux. Échanges commerciaux, donc les biens et services en provenance du Burkina, du Mali et du Niger continuent de bénéficier du traitement prévu par le schéma de la libération des échanges et la politique d'investissement de la CEDEAO. Finalement, en principe, sur le papier, ça ne devrait pas trop changer. Et vous vous dites que sur le terrain, c'est autre. Sur le terrain, il y a déjà des difficultés. Il y a déjà des difficultés. Et enfin, on parle du soutien aux fonctionnaires, parce qu'effectivement, il y a des fonctionnaires donc, membres de la CEDEAO issus de ces 3 pays-là. Que vont-ils devenir? Il y en a à peu près 135 à peu près, et eux-mêmes se posent des questions à savoir qu'allons-nous faire. Donc, pour le coup, ils ont plusieurs mois, je crois que c'est jusqu'à septembre 2025, avant de devoir quitter. Voilà. Donc, comme je le disais plus tôt, c'est une transition plutôt douce, hein, entre guillemets, en tout cas une rupture plutôt douce. Tout à fait. Baba? Oui, d'autant plus qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est lors des deux dernières interventions de la CEDEAO, notamment la dernière pour acter le divorce, le ton de la CEDEAO a complètement changé. On n'a plus cet esprit de confrontation en disant, parce que là, les chiffres que nous avons donnés, sont des chiffres assez froids. Mais dans la réalité, je vois que la CEDEAO a peut-être compris, et il y a 2 mots qui sont ressortis, alors que d'habitude ils ne le font pas. Ils ont parlé des peuples et des ressortissants. Généralement, c'est une CEDEAO des États avec certaines au niveau économique. Et là, moi, je pense vraiment que, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de mesures contre l'AES, et mieux même, je pense que l'AES va changer la donne vis-à-vis de la CEDEAO. Je vois mal, parce que les mesures sont de transition, et comme il dit jusqu'à nouvel ordre, je vois mal la CEDEAO revenir par exemple, sur les barrières tarifaires communautaires. Et donc en gros, ce que vous dites, c'est que les peuples, en fait, le peuple, la pression populaire va les obliger à rester. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, comme vous le dites, Baba, c'est-à-dire que la CEDEAO a vraiment employé ce terme-là, à savoir qu'on va éviter de mettre en place des choses, en tout cas maintenant, qui vont avoir un impact direct sur les populations, sur le peuple. Et ça, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Et on voit qu'il y a une envie de coexistence, pour le coup. Avant, c'était une rupture dure, avec des mots très durs, et là, on parle plutôt de coexistence. Est-ce que la CEDEAO est prête à coexister avec l'AES, Mantiafa? Elle n'a pas le choix. Je dirais qu'aujourd'hui, au rythme où c'est parti, effectivement, elle n'a pas le choix. L'AES a un calendrier. La CEDEAO pensait que ce calendrier n'allait pas être mis en application. Aujourd'hui, on est confronté à une mise en application de ce calendrier. Et de facto, les négociations sont arrivées tardivement. Et elles sont, à l'heure où on parle, ils sont en pleine négociation et encore. Il y a des faits majeurs qui vont arriver, où il va y avoir peut-être une accalmie pendant des périodes religieuses, etc. et autres. Mais ils vont devoir négocier, parce que sinon, ça veut dire c'est se couper d'une partie du continent. Et ça, c'est pas possible. Que ce soit économiquement, ou que ce soit politiquement, ou même sociétalement, c'est pas possible. C'est difficile pour une organisation qui promeut l'intégration économique. Je vous pose la question à vous, M. Lamba. Est-ce que finalement, la nouvelle posture de la CEDEAO va permettre à la CEDEAO finalement sa renaissance tant attendue? Parce que finalement, les peuples vont voir que la CEDEAO accepte finalement les principes, les valeurs, les volontés de l'AES, et finalement, ils vont peut-être retrouver une certaine notoriété auprès des habitants de la CEDEAO et auprès des habitants de l'AES, qui déjà, on voit qu'il y a des commentaires plutôt positifs concernant la CEDEAO. Moi, je vais en prendre un. CEDEAO, AES,
Divorce, oui, mais coopérer reste une obligation sous la seule réserve de maintenir loin les vautours étrangers. On sent qu'il y a quand même une conciliation, une réconciliation entre les deux organisations. Alors, donc, c'est vrai que bon, il y a eu une rupture, hein, enfin, pour ne pas dire un divorce entre la jeunesse africaine, en tout cas une certaine jeunesse africaine et la CEDEAO, notamment lorsqu'elle a pris la décision de sanctionner ces pays-là. Et donc ces divorces-là, bon, là, je pense que la CEDEAO a pris conscience que la rupture avec les peuples et la jeunesse, ce n'est pas la solution. Et pour revenir un petit peu sur les effets de l'intégration, enfin, en tout cas pour ceux qui me concernent, lorsqu'on regarde bien les effets de l'intégration, bon, on n'a pas eu une avancée aussi importante que ça. C'est pour ça que moi je ne suis pas trop inquiet, parce qu'en réalité, la CEDEAO n'a pas vraiment réussi son projet d'intégration économique et commerciale. Donc c'est pour ça qu'elle s'est beaucoup focalisée sur les questions de gouvernance depuis un certain nombre d'années. Hein, son agenda était devenu un agenda beaucoup plus politique en disant il faut qu'il y ait une stabilité politique, il faut qu'il y ait une meilleure gouvernance. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie son attitude, notamment vis-à-vis des pays, enfin des pays dans lesquels il y a eu des coups d'État. Bon, je pense que la CEDEAO prend conscience que ce n'est pas de la sorte qu'elle arrivera à mobiliser les peuples et à faire consensus. Donc c'est déjà... Et à éviter qu'on quitte la CEDEAO ou que d'autres pays quittent la CEDEAO, parce que c'est une des grosses menaces. Exactement, puisque là... Et d'ailleurs, c'est un mouvement général, hein, quand on voit un petit peu dans le monde, hein, quand on regarde un petit peu les processus d'intégration régionale qui ont été très très importants dans la période 1990 jusqu'aux années 2020. Mais là, on est un peu dans un mouvement inverse, c'est-à-dire que à la fois, alors je dirais pas que les pays se replient sur eux-mêmes, mais beaucoup de pays se rendent compte que la libéralisation des échanges, c'est pas forcément, ne produit pas forcément tous les effets qu'on y attend, notamment sur les conditions de vie des populations, sur l'élévation des niveaux de vie. Et donc beaucoup de pays reviennent donc sur les formes dans lesquelles on peut faire de la coopération économique, où on peut appartir ou non à une zone d'intégration régionale. Et je pense que bon, ce qui se passe aujourd'hui entre les pays de l'AES et la CEDEAO interroge un petit peu aussi sur quelle forme d'intégration régionale faut-il mettre en place. Est-ce qu'il ne faut pas commencer d'abord par un petit peu faire converger les structures économiques, ou en tout cas rendre les économies beaucoup plus complémentaires les unes avec les autres pour que l'intégration puisse produire ses effets, parce que lorsqu'on compare par exemple au niveau international, on se rend compte que l'Afrique c'est la région la moins intégrée au monde. C'est-à-dire que les relations commerciales sont plus avec les autres régions du monde, notamment avec les pays émergents, en Asie ou ailleurs. Et donc parce que voilà, même si on a une volonté de développer les échanges entre nous, les structures économiques ne nous permettent pas d'aller beaucoup plus loin. Et donc, et je pense que pour revenir un petit peu sur la volonté de l'AES, donc d'avoir un projet commun, donc de pouvoir mettre en place des infrastructures communes et de pouvoir aussi négocier des accords avec d'autres pays pour avoir des accès, et donc notamment à des ports et tout ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Mais moi, il y a une autre chose qui m'a interpellé, Baba, par rapport à cette question, c'est un petit peu l'avenir des projets communs. Je sais qu'il y avait un projet notamment pour d'interconnexion au niveau communautaire, donc pour l'électricité. Donc on sait que les questions d'électricité sont des questions importantes. Et récemment, j'ai vu qu'au Mali, il y avait une volonté, par exemple, d'aller donc tout récemment, je pense que les autorités maliennes ont pris contact avec le Ghana pour voir si il peut y avoir une interconnexion donc entre le Ghana et le Mali par rapport à l'électricité. En tout cas, ça bouge en Afrique de l'Ouest et de tous les côtés. Et tant mieux, c'est ce qu'on attendait déjà depuis très longtemps. Une phrase rapide de Abdoulaye Diop qui disait « Nous quittons la CEDEAO, mais nous ne quittons pas l'Afrique de l'Ouest ». C'est exactement ce qui veut tout dire. Alors pour le coup, question, et je pense que Baba va pouvoir répondre en tout cas, est-ce que vous pensez qu'il y a des pays de la CEDEAO qui ont tapé du poing en disant attention, l'AES part, mais attention aux mesures qui vont être prises contre éventuellement l'AES? Est-ce qu'il y a des personnes, des pays favorables qui ont forcément tapé du poing, qui sont montés au créneau pour que la CEDEAO finalement soit un peu plus sympa? Baba, Mams? Je pense... On pense à qui? Le Sénégal en premier lieu. Le Sénégal n'a pas intérêt à ce que le Mali sorte complètement de la CEDEAO pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, vous parlez des projets partagés. On prend un des gros projets, c'est l'OMS.
OMVS, qui est vraiment le très 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 gros projet de la sous-région. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. En termes d'échange commercial entre le Sénégal et le Mali, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Vous pensez que le Sénégal Moi, je pense que le Sénégal a fait en sorte que ce soit... Pour avoir discuté avec quelques ténors sénégalais, ils ont fait en sorte, et d'ailleurs le négociateur en premier lieu, monsieur le professeur Abdoulaye Bakili, qui dit qu'il ne faut pas que le Mali sorte... Et pour le coup, on reprend un peu ce que disait on reprend la situation avec le Togo. Est-ce que finalement le fait que le Togo voulait éventuellement rejoindre les pays de l'AES et donc offrir aussi son port n'a pas été aussi une alerte pour les pays de la CEDEAO? On se dira non, il ne faut pas que le Togo prenne tous les marchés avec ces pays enclavés. Donc finalement, on va faciliter, on va laisser la porte ouverte aux pays de l'AES. Moi surtout, je vois surtout deux pays qui posent plutôt problème, c'est la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Vous pensez qu'eux ont été, au contraire, voulaient quelque chose de plus ferme concernant ce débat? Bien sûr, c'est eux qui sont la locomotive là-dessus. Et encore aujourd'hui, pour moi, ce sont les deux pays qui posent problème, clairement. Oui, tout à fait, parce qu'on voit bien un petit peu, je ne dirais pas les litiges, mais les tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Qui se sont quand même pas mal atténuées, on voit qu'il y a quand même des collaborations qui persistent. Donc, en tout cas, je veux prendre un commentaire d'un téléspectateur. Donc, qui dit, Mandé, qui dit, vous sortez de l'organisation et en même temps, vous voulez profiter des avantages de cette même organisation. Vous n'avez rien vu encore, c'est votre population qui va en pâtir en tout cas. Non, c'est à quoi vous en pensez quoi? En plus, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est assez révélateur. Ils ne sont pas vraiment sortis de la CEDEAO, etc. Pour vous, aujourd'hui, quand vous voyez la configuration, l'état des lieux, en tout cas l'environnement qui a été mis en place depuis la sortie, vous pensez que la CEDEAO et l'AES sont toujours partis du même bloc? On ne sort pas comme ça d'une organisation. À partir du moment où, ne serait-ce qu'on a une monnaie commune déjà. Et donc le fait d'avoir cette monnaie commune qui nous permet de faire du business, qui nous permet la mobilité, il ne faut pas oublier que dans ces pays, qui sont des pays frères, qui sont des pays voisins, de part et d'autre des frontières, c'est les mêmes populations. Et donc de facto, le fait de créer une rupture, ça veut dire que c'est une cassure familiale, ça veut dire que ça engendre énormément de choses. Et je crois que l'émotion, la vive émotion qui est portée par une certaine opinion publique, parfois, elle devrait être un peu... C'est légitime, c'est-à-dire que quand je reprends encore les propos, vous sortez de l'organisation, en même temps, vous voulez profiter des avantages de cette même organisation. Oui, mais... On peut comprendre. Non, mais justement, moi, j'estime que ce n'est pas de cette façon qu'il faut voir les choses. Évidemment, quand on est dans une relation, comme dans un couple, donc les avantages sont partagés. Hein, et voilà, donc il ne faut pas voir... Et ça, il faut le rappeler, les avantages sont partagés. La CEDEAO, voilà, donc il ne faut pas dire que les perdants, ce seront forcément les pays de l'AES. Et comme dit notre ami, que donc les autres pays de la CEDEAO ne vont pas aussi subir des pertes économiques, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les relations entre le Mali et les autres pays membres de la CEDEAO, et donc on sait que les gains étaient beaucoup plus en leur faveur. Hein, bon, alors, ça c'est une chose, mais d'ailleurs vous l'avez rappelé, il y a un enchevêtrement entre la CEDEAO et l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, donc qui est aussi une zone d'intégration, donc on est allé jusqu'à avoir une monnaie commune. Donc toute la question est que si les pays membres de l'AES, en tout cas, ne sont plus sortis définitivement de la CEDEAO, alors quel est leur avenir dans l'UEMOA? Comment les choses vont-ils se passer? C'est peut-être la next step, comme on dit. Est-ce que c'est peut-être ça? C'est-à-dire que je sais qu'il y a déjà des travaux qui sont mis en place déjà depuis longtemps, tout le monde est au courant. Donc, est-ce que la prochaine étape concernant les pays de l'AES, c'est la sortie de l'UEMOA? Vous y croyez, Mme Siafa? Oui, maintenant, oui, dans très longtemps. À l'heure actuelle, moi, personnellement, alors ça n'engage que moi, je n'y crois pas trop parce que c'est compliqué aujourd'hui d'arrimer sa monnaie à un système monétaire. On le voit aujourd'hui au niveau mondial, entre la question de ceux qui sont arrivés au dollar et l'arrivée des BRICS.
Alors on en parle, mais de manière effective, de manière très concrète, on ne le voit pas. Je pense qu'il y a des accords qui sont faits avec un certain nombre de pays qui aujourd'hui ont beaucoup de cash. Mais aujourd'hui, sortir d'un système monétaire comme ça, en n'ayant pas forcément le cash, et puis il faut être arrimé à quelque chose. À quoi on est arrimé demain? Bonne question. Ça, c'est une vraie question, ça. En tout cas, pour vous, je vous donne la parole pour terminer. Vous en pensez quoi? Prochaine étape, Alors, la sortie du MOA? Après, c'est une question de responsabilité politique. Hein. Enfin, je pense qu'on a des pays... Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y croyez? Bien sûr. Techniquement, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a justement des pays qui ont encore, des voisins à nous qui ont encore leur monnaie nationale. Bon, ça se passe plus ou moins bien selon les pays. Donc, s'il y a vraiment une véritable une volonté politique pour les pays membres de la CEDEAO de mettre demain en commun, d'avoir une monnaie commune. Et pays que, de l'AES, attention. voilà, les pays de l'AES. Donc, d'avoir en commun donc, une monnaie commune et qui se donne les moyens institutionnels et politiques, je pense que c'est tout à fait louable. D'ailleurs, c'est un objectif aussi de la CEDEAO, quoi. Exactement. Donc, très bien. Donc, pour finir, dernière question. Est-ce que vous pensez que, rapidement, l'AES va être, entre guillemets, isolée diplomatiquement, politiquement ou économiquement, notamment dans la sous-région? Non. 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 Non plus. Non plus. Dans l'intérêt de personne. Non plus. L'AES, à elle seule compte, alors si je ne dis pas de bêtises, plus d'une quinzaine de frontières. Donc quoi qu'il en soit, et quand vous avez une quinzaine de frontières, c'est difficile. C'est très difficile. On est d'accord, le message est bien passé. Merci beaucoup pour cette première partie d'émission, mesdames et messieurs. On poursuit avec notre deuxième sujet, fin de l'aide américaine pour l'Afrique, menace ou opportunité. Mesdames et messieurs, on regarde la vidéo et puis on revient avec Dr Camara. Aux États-Unis, le personnel de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, n'a pas pu accéder à ses locaux à Washington ce lundi. Elon Musk, désormais à la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale, a annoncé que le président américain a accepté de fermer cette structure humanitaire qui gère des milliards de dollars d'aide dans le monde, notamment en Afrique. Les comptes des 600 employés ont été désactivés dans la nuit. Donald Trump accuse l'USAID de fraude et qualifie ses dirigeants de fous extrémistes de gauche. It's something that should have been done a long time ago. It went crazy during the Biden administration. They went totally crazy what they were doing and the money they were giving to people that shouldn't be getting it and to agencies and others that shouldn't be getting it. It was a shame. So tremendous fraud. Allez, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Oui, l'aide américaine, grande question. Et oui, ça a fait couler beaucoup d'encre. Monsieur Dr Camara, on vous écoute. Alors, donc, le 21 janvier 2025, Donald Trump a signé un décret qui suspend pour 90 jours l'aide, en tout cas publique américaine, aux autres pays. Parce que, dit-il, cette aide, pour lui, c'est un peu du gaspillage de l'argent et que l'USAID, qui est la principale agence qui manage cette aide, enfin qui met en œuvre cette aide, donc est considéré comme ne respectant pas ses priorités politiques à lui, Donald Trump. Voilà la raison, en tout cas principale. Alors, on rappelle que l'USAID, qui est la principale agence, emploie 10 000 personnes qui travaillent à l'étranger. Elle dispose de bureaux dans plus de 60 pays. Et que donc c'est déjà le fait d'avoir pris la décision de fermer l'agence, ça va déjà avoir un impact sur tous ses employés, mais surtout ça va aussi avoir un impact sur les programmes qui sont soutenus et financés par ce programme. Donc la première question qu'on va un petit peu discuter, c'est un peu quelle est la structure de cette aide, c'est-à-dire que cette aide, quels sont les montants qui sont dépensés, quelles sont les régions qui en bénéficient, qui la dispensent, quels sont les objectifs visés par cette aide, qui sont les principaux pays bénéficiaires de cette aide, notamment en Afrique. Et ensuite, pour revenir un petit peu à l'AES, donc on sait que les pays de l'AES font partie des bénéficiaires de cette aide américaine. Est-ce que le fait que cette aide, si elle était, pour l'instant, elle est suspendue, mais si elle venait à disparaître ou à diminuer de manière drastique, est-ce que cela ne va pas avoir un impact sur la vulnérabilité de ces pays qui, pour l'instant, pour ces dernières années, ont pu un petit peu
faire des économies sur un certain nombre de programmes, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'humanitaire, etc., pour se concentrer sur les dépenses militaires et les dépenses de sécurité. Donc il y a vraiment des enjeux donc à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on estime, et donc la question de l'aide, vous voyez que c'est une question qui a toujours été un petit peu une question controversée. Beaucoup de gens disent que l'aide ne sert à rien, que justement, du fait qu'on attend tout de l'aide, mais c'est fait qu'on ne fait pas d'efforts, qu'on n'arrive pas à s'émanciper. Donc moi, je pense que c'est peut-être un électrochoc. Et donc évidemment, ça va avoir des conséquences à court terme sur les conditions de vie de certaines populations qui bénéficient de ces programmes, notamment dans les pays de l'AES, mais qu'à long terme, c'est peut-être une opportunité pour nos pays, donc de dire, ben voilà, il faut qu'on compte sur nos propres ressources, sur nos ressources internes, pour pouvoir financer à la fois nos efforts en termes de sécurité, et aussi nos efforts sur le plan de l'éducation, de la santé, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'estime, moi, que voilà, cet électrochoc peut être salutaire pour l'Afrique, voilà, à condition qu'on prenne les choses en main. Et c'est très important. Voilà, merci beaucoup au docteur Camara. Pour le coup, je prends tout de suite un message d'un téléspectateur de Thierry. La sous-entendue aide a toujours été un moyen de chantage. Je trouve ce commentaire très intéressant et très important parce que effectivement, allez, on va faire une série américaine, on va faire un peu un scénario à l'américaine. Trump arrive au pouvoir. Première mesure, font partie de ces premières mesures. Allez, on coupe l'aide publique au développement envers l'Afrique. Et on se dit, on ne le coupe pas de façon définitive, on la coupe pendant 90 jours. Et on voit les réactions. Est-ce que ce n'est pas un moyen de mieux revenir, finalement, en disant, je vais faire du chantage, à savoir, ceux qui veulent récupérer cette aide humanitaire, eh bien, vont peut-être devoir me céder peut-être plus de choses, devoir être conciliant, devoir peut-être suivre un petit peu mes recommandations ou mes soutiens, etc., etc. Est-ce que c'est pas, comme le dit Thierry dans son commentaire, un moyen de faire chanter les Africains? Tout à fait. Alors, donc, il y a les gens qui sont un petit peu optimistes disent justement que Trump avait en tout cas pris la même décision, en tout cas avait l'intention de mettre en œuvre le même mécanisme donc lors de son premier mandat, que finalement l'aide n'avait pas diminué. Bon, oui. Voilà. Mais là, bon, ça c'est le plus optimiste. Mais là, je pense que c'est un nouveau Trump qui arrive, très offensif, prêt à en découdre avec tout le monde. Et je pense que, évidemment, donc on le voit par exemple dans le cas de l'Afrique du Sud, hein, c'est clairement dit que, en tout cas, le motif qu'il donne pour la suspension de l'aide, notamment américaine à l'Afrique du Sud, qui s'estime à peu près à 440 millions de dollars, mais c'est de dire que voilà, l'Afrique du Sud, ben, voilà, aujourd'hui s'en prend aux fermiers africaneurs et que donc c'est pour cette raison, comme Baba l'avait déjà évoqué, que voilà, on va suspendre notre aide. Ils ne sont plus sur la même longueur d'onde, donc on suspend votre aide. Donc, exactement. Finalement, il y a une volonté voilà. de mainmise sur même la façon de penser, la façon d'agir, etc. Voilà. Et d'ailleurs, il le dit pour un petit peu compléter, c'est que dans son propos, il dit, ben, il veut savoir, aujourd'hui dans son slogan, l'Amérique d'abord, hein, il s'est dit, ben, qu'est-ce que le fait de, par exemple, de financer un hôpital à Bougouni ou je ne sais pas, ou de venir en soutien à des populations dans tel ou tel pays d'Afrique, en quoi cela a un impact sur la vie des Américains? Voilà, bonne question. A-t-il finalement tort? Bonne question aussi. Même si vous en pensez quoi de tout ça? Effectivement, je rejoins assez le docteur Camara là-dessus, parce que en face de nous, on a affaire à des hommes d'affaires. Donc, qui ont une logique affairiste avant toute chose. C'est pas une logique de diplomatie. Parce que si ça avait été une logique de diplomatie, on n'aurait pas ces 90 jours, on n'aurait pas l'arrêt de l'USAID. L'USAID qui a quand même des résultats importants sur le continent africain et même ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, il y a des chercheurs, des médecins, des gens du personnel de santé et autres qui sont payés directement. Donc, par conséquent, ce n'est pas que les Américains qui sont en mission qui sont touchés, mais par ricochet. C'est aussi des populations, des pères de famille, etc. Il faut dire que beaucoup bénéficient, bien sûr. Qui bénéficient de ces aides. À la fois, on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'AES. On va devoir, une bonne partie de ces populations vont devoir apprendre à pêcher. Fini le poisson qui vient sur la table. Voilà, fini.
fini. Et là, c'est radical. Et à la fois, quand on voit ces enjeux-là, je vois par exemple l'aide américaine, ne serait-ce que sur le Fonds mondial, par exemple. Le Fonds mondial qui finance HIV, palu, tuberculose, notamment sur le palu, parce que je suis bien renseigné là-dessus. On a besoin d'argent de manière directe, très effective tout de suite. Et là, l'aide américaine, c'est quand même 30%. On a 30% l'aide américaine. Le deuxième contributeur, c'est la France. Et la France, avec l'Union européenne, c'est 30% également. Et après, il y a le reste du monde. Donc, il y a des vraies questions qui vont devoir être débattues, notamment des questions de santé, des questions de sécurité alimentaire, sur lesquelles la décision de Trump a une énorme conséquence. Mais à la fois, ça va pousser les États bénéficiaires à devoir se remobiliser, à devoir recréer une nouvelle politique. À devoir prendre leurs responsabilités, ce qu'on peut dire ça prendre leurs responsabilités. Ouais, c'est clairement, ils vont devoir tous prendre leurs responsabilités. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une ère où tout ça, c'est dur à dire, mais c'est fini. Exactement. Je vais prendre un commentaire avant de vous donner la parole, Babadem. C'est une honte que les Africains acceptent des aides des pays qui ne les respectent pas sérieusement. Les aides ne sont rien que des humiliations permanentes. Il est que notre continent refuse des aides d'où qu'elles viennent. Donc je veux dire, il faudrait peut-être. Nous ne serons jamais respectés et considérés tant que nous continuons à tendre nos bras. Vous en pensez quoi, Babadem? Moi, je suis totalement d'accord. Et à l'entame du propos précédent, vous avez dit si on était dans une série américaine. Mais là, ce n'est même pas une série américaine, c'est une réalité. Dans la manière dont ils le disent même, il faut juste écouter, c'est des moyens de chantage. Quand Trump, on a parlé du cas de l'Afrique du Sud, mais au-delà de ça, ils disent, bon, pendant 3 mois, et après ils vont forcément vous dire, si vous appliquez nos consignes, non pas les Américains, il y a un sujet qui a échappé à beaucoup de gens, c'est la sortie du ministre de l'Intérieur du Niger. Il a dit que les Français, l'AFD, leur a demandé, vous allez rembourser toutes nos aides depuis 10 ans. Ah oui. Donc l'aide était, il a dit clairement, était conditionnée. Donc si vous ne le faites pas, et autre chose, effectivement l'USAID, ils font des choses, mais dans des secteurs, bon, la santé, l'éducation, il y a beaucoup de sensibilisation. Mais c'est des secteurs que parfois les États, c'est pour ça qu'on demande de responsabiliser les États délaissent en se disant ils sont là. Ils sont là. Et autre chose, si on n'a pas ces aides aussi, ces aides, que ce soit l'USAID, l'AFD, encore que l'AFD c'est autre chose, mais l'USAID c'est vraiment de l'aide, ça ne va pas, si on les suspend, ça ne va pas faire dégringoler l'économie africaine ou l'économie des pays africains parce que ce n'est pas de l'aide pour moi productif. Et je reviens à, quand je dis productif, c'est économiquement. Bien sûr, je parle économiquement. Bien sûr, mais pour la santé, par exemple, moi j'ai regardé donc une émission où il y avait une militante associative en RDC qui suppliait Donald Trump de revoir sa décision en disant que on ne peut plus donner de traitement aux enfants, on ne peut plus nourrir nos orphelins, etc. Donc il y a quand même des réalités terrain. Ça, c'est une réalité. Quoi qu'il en soit, sans ça, l'État sera obligé de se responsabiliser et de prendre à bras le corps. Mais là où je veux juste en parler, c'est par rapport à l'économie pure et dure. Parce que généralement, ce sont des programmes, parfois des programmes de cours, en tout cas jusqu'à 5 ans. Et c'est des programmes dont la majorité, en tout cas, il parlait je veux dire, du montant. La majorité du montant, c'est dans le fonctionnement et dans les économies locales. Plus de fonctionnement, économie locale. Même si on peut dire quand même... Oui, je veux dire que, bon, voilà. Même si vous vouliez réagir, vous allez bondir. Non, je voulais juste réagir sur un point. C'est-à-dire que, effectivement, toutes les missions qui sont menées, qui sont un peu, et ça me fait penser un peu à la diaspora, sur les missions de service public, où l'État, ou parfois certains États étaient défaillants, et ça il faut le dire, c'est une réalité. Il faut le dire, bien sûr. Beaucoup d'États africains étaient défaillants sur les programmes d'éducation, sur les programmes de santé, etc. Et là on l'a vu ces 10 dernières années, voire 15 même dernières années, encore aujourd'hui, il y a plutôt eu un accent sur la sécurité. Donc l'argent était mis sur la sécurité, parce qu'il faut se protéger, il faut acheter des armes, tout ça, etc. Et donc,
de facto, les secteurs qui sont amputés, c'est la santé, c'est l'éducation, etc. Là où l'aide internationale, quelque part, palliait aussi à ça. Et moi, c'est là où ça m'inquiète. Parce qu'on va devoir acheter des armes. On va devoir continuer à acheter des armes pour lutter contre le terrorisme. Je vois aujourd'hui le cas du Congo, ils vont acheter des armes pour se défendre, etc. Enfin, de part et d'autre. Et donc, toute cette part qui est destinée à l'éducation et à la santé, elle passe. Donc beaucoup le disent et sont contre l'aide au développement. On a vu, Baba, on insiste dessus, que finalement l'effet positif de cette aide au développement est loin d'être, en tout cas, confirmé, validé, voire légitimé. Néanmoins, malheureusement, ils viennent en compensation d'un manquement de beaucoup trop d'États. Ok, on l'a dit, on le redit, voilà, il y a les deux parties. Question, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que les États africains vont réussir finalement à prendre en main donc, la situation, à faire en sorte que finalement les populations puissent continuer à vivre normalement, en tout cas un minimum, et puis que cette dépendance qu'a les continents africains envers ces aides-là, eh bien, va pouvoir s'arrêter au bout de 3 mois, ou est-ce qu'on est plutôt pas du tout optimiste, on se dit ça va être très compliqué? Oui. Pour finir, on est vraiment à la fin. Alors, pour finir, donc, il faut un petit peu rappeler que cette aide-là, dans le monde, c'est 68 milliards de dollars. Le quart est destiné aux pays d'Afrique, notamment donc 17,5 milliards. Et quand on regarde les pays qui en bénéficient le plus, donc c'est vraiment les pays qui ont des liens assez stratégiques avec les États-Unis. Donc il y a l'Égypte, il y a le Kenya, le Nigeria. Le Nigeria. Et ensuite la République démocratique du Congo avec 900 millions, et derrière on a le Soudan, donc compte tenu des problèmes que connaît ce pays. Mais les 3 pays de l'AES, par exemple, ont reçu en 2023 donc 721 millions de dollars donc, de cette aide américaine. Donc d'où effectivement, si cet argent venait à disparaître, c'est plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Et donc évidemment, on peut tout à fait être inquiet par rapport aux conséquences à court terme, qui vont être sûrement douloureuses pour les populations qui bénéficient de cette assistance. Mais moi, quand j'ai regardé un petit peu les chiffres, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est que globalement, cette aide, en fait, elle est beaucoup plus destinée à les programmes de développement économique, et que globalement, les aspects, notamment santé, éducation, sont vraiment très, très marginalisés. Mais quand je regarde par rapport à l'Afrique, on n'a pas la même, l'aide qui est donnée n'a pas du tout la même structure. C'est-à-dire que, par exemple, dans les pays de l'AES, presque 40% de cette aide est destinée donc au secteur de la santé, ensuite le secteur humanitaire, et ensuite... Et la question qui arrive tout de suite, c'est pourquoi? C'est-à-dire qu'on va encore réitérer le propos qui ont été dit. Donc c'est pour ça que la question qu'on s'était posée, est-ce que cet électrochoc n'est pas salutaire? Et donc évidemment, beaucoup de nos États ont été défaillants, et c'est cette défaillance d'ailleurs qui explique tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme situation, puisque la montée en puissance des mouvements un petit peu théoriques djihadistes est aussi un peu liée à ces défaillances, puisqu'on voit bien que ces mouvements-là ont fait beaucoup de social, et que lorsque les populations sont complètement démunies, et que les gens qui viennent les aider, qui viennent leur donner des choses, on se tourne vers ces personnes-là. Donc je pense que l'Afrique doit effectivement on doit mobiliser des ressources internes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer des associations, je suis d'accord, on ne peut pas se passer des organisations. Mais ils n'ont pas le choix là. Mais on n'est pas obligé. Là, ça a été coupé. Mais ça ne doit pas être des ONG internationales. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, avec des ressources internes, pourquoi on ne mobiliserait pas des ressources internes, donc en faisant appel à la solidarité dans nos pays, aux citoyens, pour consulter des associations qui peuvent justement remplacer les ONG internationales, qui peuvent faire. Et quoi qu'il en soit, l'Afrique n'aura pas le choix parce que les États-Unis ont commencé et je pense que d'autres vont suivre. Exactement. Donc on n'aura pas le choix, quoi qu'il en soit. En tout cas, peut-être opportunité, on l'espère, et il faut que ce soit une opportunité pour l'émancipation totale du continent africain. On va terminer, mesdames et messieurs, avec le 3e sujet, crise en RDC. Peut-on espérer des accords du sommet? Que peut-on espérer des accords du sommet et acte SADC? Bonne question. On va donner la parole à Baba dans un instant, mais on regarde d'abord la vidéo et on revient. Réunis à Dar el Salam ce samedi, les chefs d'État d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'est du Congo où sévit le M23. Le président congolais Félix Tshisekedi a assisté au sommet par vidéoconférence. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame a quant à lui fait le déplacement.
Les deux dirigeants ont été exhortés à entamer un dialogue pour le retour de la paix. Le temps de l'action est venu. La vie de millions de personnes dépend de notre capacité à naviguer dans cette situation complexe et difficile, avec sagesse, clarté d'esprit et empathie. Tandis que Paul Kagame déplore la présence de troupes sud-africaines parmi les soldats de la paix, déclarant que cela pourrait aggraver le conflit au Nord Kivu, le président Tshisekedi refuse fermement toute discussion avec les rebelles. Le dialogue n'est pas un signe de faiblesse. Il témoigne de notre sagesse et de notre force collective, à la fois en tant que dirigeants et en tant que communauté, à mener des consultations approfondies en vue d'un objectif commun et à négocier patiemment jusqu'à ce que nous parvenions à un meilleur résultat que celui amer d'une effusion de sang. La réunion a abouti à des revendications, retrait immédiat des troupes rwandaises du Congo, ainsi que la réouverture de l'aéroport pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau, sujet très important. On continue de parler de la crise en RDC. Les combats ont repris, ça continue malgré le sommet qui a eu lieu en Tanzanie. Baba, on te laisse la parole. Oui, la crise, en tout cas dans l'est de la République démocratique du Congo, a atteint un point critique avec la prise de Goma par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda depuis la fin janvier 2025. A rappeler que cette escalade de violence a provoqué environ 3000 morts, de nombreux blessés, un exode massif, laissant des centaines de milliers de personnes dans une situation humanitaire désastreuse. Face à cette situation alarmante, donc, il y a un sommet conjoint de l'EAC, donc en français la communauté de l'Afrique de l'Est, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, l'acronyme SADC, SADC. C'est tenu donc le 8 février dernier en Tanzanie. Alors, les trois principaux points à retenir de ce sommet. Premièrement, il y a eu un appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, avec la directive aux chefs de forces de défense de se réunir dans les 5 jours, donc, qui a été fait pour fournir des directives techniques et un plan d'action pour ce cessez-le-feu. Deuxièmement, le sommet a réaffirmé son soutien à la RDC pour préserver son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et troisièmement, les dirigeants ont appelé à la résolution pacifique du conflit par le biais des processus des précédents accords, que ce soit de Luanda et de Nairobi, soulignant donc l'importance d'une concertation politique et diplomatique. Ainsi, il a été demandé à l'État congolais d'entamer des dialogues avec tous les groupes armés, y compris le M23. Ça a été bien spécifié. Il est à rappeler que depuis le début du conflit en 2021, de nombreux cessez-le-feu ont été signés puis rompus. Situation humanitaire continue de se détériorer avec des déplacements massifs de ces populations. Force est de constater que les défis restent immenses. Les tensions entre la RDC et le Rwanda sont au plus haut, alimentées par des décennies de méfiance et d'intérêts divergents. Le contrôle des ressources minières de l'Est du Congo reste un enjeu majeur attisant les convoitises, sans compter la multiplication des groupes armés dans la région qui complique toute tentative de résolution du conflit. Le chemin vers la paix en RDC reste un objectif et ce sommet qui s'est tenu pour favoriser un dialogue constructif et une résolution durable du conflit pourra-t-elle réussir dans sa mission? Merci beaucoup Babadem pour ce résumé. Effectivement, quand on parle des groupes armés, on compte à peu près une centaine de groupes armés dans la RDC, donc très 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 compliqué. Alors, vous l'avez dit, il y a eu des accords précédents, Nairobi, vous l'avez dit, Luanda, et pour le coup, il y en a encore un autre. Pourquoi les autres n'ont pas fonctionné? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve encore? On va aller droit au but aujourd'hui. Ça ne sert à rien de tourner, de redire les mêmes choses qui ont déjà été dites sur maintes et maintes plateaux. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi on n'arrive pas à retrouver la paix en RDC? Pourquoi aujourd'hui la RDC ne peut pas avoir le contrôle total de son pays? Pourquoi des forces étrangères, des forces voisines éventuellement ont la possibilité d'entrer dans son pays, dans ce pays-là, ressortir et tuer des gens, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que finalement la situation change, Mme Siafa? Je prendrais point 1, l'armée congolaise n'est pas outillée, justement pour défendre ses frontières. Et pour le coup, c'est un bon point, je me permets de vous couper, hein. Et j'ai un commentaire pour cela. Un pays sérieux doit compter sur ses propres forces. Commentaire, donc, Internet, en place et lieu. Au lieu de pleurnicher, nous devrions renforcer notre défense dès le premier jour de la prise de fonction de M. Tshisekedi. Malheureusement, ce dernier avait d'autres priorités. Donc vous l'avez dit, le problème c'est ça déjà. Le problème c'est la défense nationale. Après, il ne faut pas oublier, c'est vrai que beaucoup de gens oublient que le Congo est un très immense pays.
qui ne maîtrisent et on le voit aujourd'hui au niveau du Mali, par exemple. Si on prend le Mali est très difficile à défendre. De par sa situation géographique, de par ses frontières, etc. Et de par surtout tous ces kilomètres carrés à défendre. Donc forcément, c'est une passoire et ça permet à ce que, vous l'avez évoqué, une centaine de groupes puissent passer ici et là. Donc c'est quand même un pays avec plus de 200 000 hommes à peu près. On dit que l'armée congolaise, c'est plus ou moins 200 000 hommes. Donc finalement, c'est quoi le... mais bon, on parle de 200 000 hommes. Parler de 200 000 hommes pour un pays, je ne sais pas combien ils avoisinent les 100 millions, non 105 millions. 105 millions. Exactement. 200 000 hommes pour 105 millions. Oui, mais est-ce qu'on peut tout excuser, Mme Siafa? C'est-à-dire non, mais à un moment donné, on n'excuse pas tout. Mais lorsque vous avez un immense pays comme ça, on met en place. Vous avez une population immense. Qu'est-ce qu'on fait, Mams, pour le coup? Qu'est-ce qu'on fait? Pour le coup, on investit dans les infrastructures. On investit dans l'humain et on investit dans l'armée, avec une armée digne de ce nom qui permet de pouvoir se défendre. Et peut-être qu'il n'y a pas, peut-être qu'il y a trop de clivage, il y a trop de divisions. Peut-être qu'on régionalise d'une certaine manière, à la manière des États-Unis, pour avoir des régions, des États assez forts. Pour permettre, d'ailleurs, c'est le cas du Nigeria. Le Nigeria a des États qui sont assez forts, qui permettent justement, lorsqu'ils sont confédérés, un peu à la manière des États-Unis, de pouvoir plus ou moins contrôler leur territoire. Plus ou moins contrôler le territoire. Mais lorsqu'on a un immense pays comme ça, qu'on a une armée uniquement que de 200 000 hommes, et qu'on a uniquement un pouvoir central, c'est voué à l'échec. Exactement. C'est voué à l'échec, on le constate actuellement, enfin depuis trop longues années sur le terrain. Donc tous ces accords qui ont été mis en place, à tous ces cessez-le-feu, aujourd'hui ça ne fonctionne pas. On voit des frères, des sœurs du Congo, encore une fois, mourir, être déplacés. Pourquoi aujourd'hui le Congo n'attire pas l'attention qu'elle devrait attirer? Pourquoi les Congolais n'attirent pas l'attention qu'ils devraient attirer? Baba. Honnêtement, c'est des intérêts internationaux. Parce que ça dure depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, c'est toujours le même procédé. On a eu la guerre du Congo, il y en a 3. De l'accession de Kabila, en 2002 également, puis là. Et autre chose, moi, c'est-à-dire que la volonté politique, si on suit les accords, que ce soit de Nairobi ou Luanda, on a réglé le problème. Oui. Si on les suit pas. Mais parce que chaque fois, c'est des... Il faut des ingérences, finalement... Oui. Non, c'est qu'il y a un partage du gâteau. C'est le partage du gâteau. Normalement, cette guerre, parce que là, bizarrement, ça a été déclenché, mais peu en parlent, depuis le problème avec Apple. Alors que les bisbilles entre le Rwanda et la RDC a commencé depuis 2021. Pire, c'était pendant la campagne électorale où même le président Tshisekedi a dit à partir de Kinshasa, on va envoyer nos missiles et détruire Kigali en une fois. C'était pendant la campagne électorale. Donc c'est juste pour dire que c'est louche et c'est vraiment des intérêts internationaux qui sont derrière. Mais sinon, des solutions les plus simples, Paul Kagame vous dit qu'il y a le FDLR qui sont là pour les Tutsis. Mettez une zone tampon et dites en sorte que c'était dans les accords que et l'armée congolaise et l'armée rwandaise allaient lutter pour l'élimination du FDLR. Au moins, ça règle un problème de ce côté-là. Et mettre une zone tampon qui fait que les deux... Mais bon. C'est effectivement très compliqué. Des appels sans action, mesdames et messieurs, des condamnations sans sanction. On tourne en rond au royaume de l'hypocrisie. Pour le coup, ça résume ce que vous dites, Babadem. On tourne en rond. Vous en pensez quoi? Alors, donc, je pense que le Congo revient de loin. Le Congo est victime, on va dire, c'est qu'on appelle, ces richesses, ce qu'on appelle la malédiction des richesses naturelles. Donc, et qui fait que le Congo est convoité par ses voisins. Hein, c'est aussi quelque chose qu'il faut reconnaître.
Et donc, lorsqu'on a un État faible, donc, ouais, on revient un petit peu sur la question des États. Si on n'a pas des États structurés, forts, qui sont capables non seulement de répondre à des missions d'intérêt général, mais aussi à des missions de protection de la population, bon, on retombe toujours dans ce type de problématique. Et comme dit Baba, évidemment, un pays aussi riche que le Congo, on sait bien à quel point les multinationales du monde entier convoitent, et parfois les combats ou les mouvements de rébellion parfois sont soutenus par tel ou tel intérêt international. Donc c'est un petit peu on va dire des conflits par personne interposée entre des multinationales donc du monde entier. Et donc moi je pense que vraiment il faudrait que dans cette partie de l'Afrique, donc vraiment on se pose la question de, alors je dis pas qu'il faut revoir la configuration des États même. Alors, on voit bien que le problème, le fait qu'il y a les Tutsis qui sont au Congo fait que légitimement les Rwandais se disent qu'ils sont en droit donc d'aller défendre leurs frères. Hein. Et donc bon, ça c'est quelque chose qui est propre à beaucoup de nos pays, le fait que certaines populations sont à cheval sur plusieurs frontières et que ça peut justement légitimer du point de vue de certains gouvernements une forme d'ingérence en disant nous comme l'État congolais n'est pas capable de défendre les gens qui sont comme nous, nous on se donne le droit de le faire. Exactement, et là il faut dire qu'il y a quand même une avancée inquiétante, très inquiétante du M23 et de ses alliés, on insiste sur ses alliés. Donc où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à une évolution encore plus fracassante de la part du M23 dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines? Que va-t-il se passer? Est-ce que Kinshasa peut être pris? C'est très inquiétant, et aujourd'hui il y avait un cessez-le-feu, le cessez-le-feu n'a pas été respecté, les combats continuent, les mouvements de population continuent. On rappelle, il y a eu un Tshisekedi, donc, et ses équipes sont très claires. Hein. Si on doit aller faire la guerre contre le Rwanda, eh bien on la fera. Et le Rwanda disait la même chose il y a quelques mois avec le président, même le disait, hein, à savoir si on doit aller se battre contre le Congo, on irait. Donc que va-t-il se passer? Est-ce que la guerre, une troisième guerre mondiale partirait éventuellement de la RDC? Parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, plusieurs puissances internationales sont incluses dans tous ces problèmes. Bon, moi je pense qu'il ne faut peut-être pas être aussi pessimiste. Alors je sais qu'il y a eu des... Est-ce que les Congolais qui vivent et qui écoutent... Je sais qu'au niveau de l'Union africaine, donc il y a une volonté d'intervenir, de mettre... Vous y croyez? Voilà, de faire de la médiation. Alors pourquoi pas? Alors cette médiation, est-ce qu'elle va produire encore un énième accord qui ne sera pas tout à fait tenable dans le temps ou pas? Je pense qu'on a, on a peut-être la réponse. Baba, Mams, vous en pensez quoi? C'est quoi la suite finalement? Qu'est-ce qu'on fait? La suite, aujourd'hui, on est dans une espèce d'entonnoir qui dit pas son nom. Effectivement, M. Bouraden l'a soulevé, on a des intérêts qui sont au-dessus des Congolais eux-mêmes. C'est ça. Voilà, on a des intérêts qui sont au-dessus des Congolais eux-mêmes. Et à un moment donné, le Congolais de base doit peut-être aussi revoir sa copie, au même titre que son gouvernement, au même titre que son président de la République. Et je crois que à un moment donné, pour pouvoir s'en sortir, et on a eu des exemples de pays qui, par un effort, je dirais intellectuel, par un effort consensuel, ont pu se sortir de certaines impasses. Mais c'est vrai que je reviendrai à ce que vous avez dit, docteur, on a la malédiction dans ces pays qui sont immensément riches, et on en a trois qu'on peut citer, alors il y en a un qui est un peu plus stable aujourd'hui, c'est la Guinée, mais quand vous regardez le Congo et la Centrafrique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Comme on dit, la situation est très compliquée. Je pense que tous les plateaux vont tenter de donner éventuellement, en spéculer, mais malheureusement, le dernier mot se fera peut-être autour d'une table. Juste on va terminer rapidement pour ajouter, je pense que la chance vers la désescalade, c'est cette médiatisation qui a lieu en ce moment. On espère en tout cas. Merci beaucoup Babadem. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup à vous, Mme CRFA, pour votre participation. Merci à Dr Camara ainsi qu'à Babadem.